Languedocien, parce que les seigneurs du Nord ne pouvaient pas y participer, ont accompagné le roi Louis VII lors de la seconde croisade de 1147-49. Si on peut passer à elle. Alors voilà, nous retrouvons une deuxième diapositive, donc cette fois-ci toujours tirée du Poème Faustin d'Avant de 1858-62, avec le deuxième type. Donc cette fois-ci, nous retrouvons notre baie entourée de nos 4 globules et notre croix ancrée. Si on peut voir la diapo suivante. Alors, toujours un denier, mais cette fois-ci, rappelez-vous, tout à l'heure, nous retrouvons le petit globule ovoïde, or qui peut d'ailleurs être tourné vers la gauche ou tourné vers la droite, mais toujours au premier canton. Une croix de façon héraldique est présentée en 4 cantonnements. Le premier canton, celui-ci. Deuxième canton, troisième canton, quatrième canton. On peut voir la suivante. Et donc là, un autre... non, ça c'est le bol. Donc vous avez un type de bol. Donc ce monnayage, une fois qu'on a posé les types, c'est de savoir s'ils sont bien en ordre. Or l'ordre a souvent été interchangé. Le premier type à la croix cercelée est souvent présenté comme le type ultime du monnayage. Ensuite, l'attribution. À qui les attribuer? Or, de nombreux auteurs, pendant très longtemps, ont attribué ce type, les deux types, premier et deuxième type, à Bernard II, qui règne de 1145 à 1164, en disant que les deux types se succédaient et étaient très proches. Il faut penser qu'au niveau de l'étude de l'histoire féodale, là je parle d'une histoire féodale, entre 1858-62, Poët d'Avant, Caron, Émile Caron, qui est donc le successeur de Poët d'Avant, qui publie dans les années 1880, puis ensuite un marchand, qui a beaucoup travaillé sur les monnaies féodales, qui s'appelait Émile Goudot, puis ensuite Jean Duplessis. Alors là nous sautons carrément de guerre et nous nous retrouvons en deuxième moitié du XXe siècle. Tout le monde a utilisé les dessins. On est à une période 1858-62 où la photo est en balbutiement, il y a bien la dard, mais en numismatique, les premières photos ne vont apparaître que vers 1890. Et donc, pendant presque 150 ans, on s'est servi uniquement de ces dessins. Et ces monnaies vont être décrites uniquement, d'ailleurs vous le verrez dans le petit opuscule que je vous ai remis, par rapport aux 3 ouvrages que je vous ai cités. Le problème, c'est qu'entre-temps, la numismatique a évolué. Les techniques ont évolué. On a commencé à partir, disons, avant la guerre de 14, à peser les monnaies de façon systématique, à avoir des photos, à étudier les trésors. Mais néanmoins, les dessins vont garder leur importance, et actuellement, vous avez le deuxième ouvrage du Duplessis qui vient de sortir, pas plus tard qu'il y a 15 jours, qui est la reprise d'un boudeau féodal, donc qui reprend toutes les monnaies féodales publiées sur l'ensemble de la France. Eh bien, il est toujours au dessin de Dardel, datant du 19e siècle. Donc vous voyez, on a un retard considérable. Et ce retard va jouer un rôle très important. Alors ce retard s'explique par 2 choses. La guerre de 14. La guerre de 14 a été catastrophique car on a énormément de jeunes chercheurs qui sont morts pendant cette guerre, et si bien qu'ils n'ont pas été remplacés après celle-ci, et que donc ensuite, on est resté sur les travaux d'avant la guerre de 14. Que d'autre part, la France a eu la chance, dans les années 1830-1850, d'avoir une sommité à la fois de chercheurs, de collectionneurs qui ont énormément publié, si bien que ça a tué la recherche pour les 50 années suivantes. Et en réalité, il faut attendre après 1945 pour avoir un renouveau de la recherche au niveau féodal général, puis ensuite, à partir du début des années 60, avec des gens comme Labrousse, ça y est, j'ai son nom, je vais le retrouver, donc, qui vont commencer à réétudier l'histoire locale et qui vont se départir des études générales. Et c'est là, c'est très important, car c'est à partir de ce moment-là que nous avons un renouveau de l'histoire féodale et des monnayages locaux. Si on peut passer à la suivante. Donc cette fois-ci, on va passer aux monnaies. On va essayer de les détailler un petit peu plus. Donc, nous retrouvons notre premier type. Premier type, parce que, on ne va pas dire pour l'instant que c'est le plus ancien, mais parce que c'est celui qui est tout seul. Nous n'avons qu'un denier et pas de bol. Donc, système, la première chose, nous allons le détailler un tout petit peu plus. La croisette que vous avez en haut, au droit et au revers, est globulée, ce que vous n'avez pas dans les dessins des différents ouvrages du 19e siècle. Vous avez une présentation normale au niveau de la représentation héraldique de la monnaie,
Vous avez bien donc la croisette qui est initiale, qui marque le sens de la croix, puis ensuite la légende des Andousiens, avec la forme de cette croix cercelée qui doit être interprétée et lue de cette manière-là. La suivante. L'agrandissement donc sur ce B, donc ce premier type de denier ne présente un B classique. Donc B pour qui? Car ça c'est la première question, c'est de savoir à qui attribuer ce B. Donc tous les auteurs numismates, voire historiens, depuis l'histoire générale du Languedoc au XVIIIe siècle, sont d'accord pour dire que, d'ailleurs c'est ce qui va donner la définition du nom dans le dictionnaire, les différents dictionnaires, que nous sommes en face d'un B pour Bernard ou Bermond, qui était l'origine de la famille qui a régné sur Anduze. Alors, elle est très importante au XIIe, XIIIe siècle, mais en réalité, elle est déjà présente dès le Xe siècle, avec Bernard l'Ancien, et va rester efficiente beaucoup plus tard, puisqu'ensuite, par transfert, c'est une famille qui survit jusqu'au XVIe. Mais son importance, c'est XIIe, XIIIe siècle. Donc, le B est aujourd'hui attesté comme étant l'initiale d'un prénom, et surtout, c'est le nom de la monnaie qui va être intéressant, puisque cette monnaie nous est connue par les textes comme étant un bernardin. Bernardin pour Bernard. C'est la suivante. Donc voilà, vous avez un détail de cette croisette initiale, ça c'est les avantages de la photographie aujourd'hui. Donc une croisette, vous aurez remarqué, oui, on peut revenir sur la précédente, voilà, je voulais... celle d'avant, pardon, excusez-moi. Voilà, les monnaies, la technique de gravure des monnaies. Donc premièrement au Moyen-Âge, très peu de gens savent lire, et en fin de compte c'est la typologie qui va permettre d'identifier la monnaie. Les poinçons, en réalité la monnaie est préparée, le coin est préparé souvent avec des poinçons. Qu'est-ce qu'un poinçon? C'est un petit élément donc, qui va être formé par une sorte de triangle que l'on va joindre pour former les lettres. Que vous avez là, vous l'avez ici pour les A. Les A peuvent être ouverts ou fermés. Et donc ces ensembles de poinçons vont permettre, assemblés avec le type, de préparer un coin. Un coin étant creux, avec deux coins, un coin ce qu'on appelle dormant et un coin mobile, vous allez avoir, avec la préparation d'un flanc monétaire, la frappe d'une monnaie, donc d'un denier, en l'occurrence ici. Donc voilà, on revient. Donc on voit très très bien ici que nous avons en réalité 4 petits poinçons avec un globule centré. Certainement, et alors là je n'ai pas d'explication à vous fournir et je serais très heureux si quelqu'un en avait une, enfin, d'exposer, de nous dire si, parce que ce type de croisette n'est pas rare dans la numismatique, mais croisté comme ça, avec globulé en cœur, c'est relativement rare. On l'a des fois sur des types de revers, mais rarement en croix initiale. Donc ça, c'est une première spécificité du monnayage. La deuxième étant bien sûr la forme de la croix. La suivante. Donc voilà, cette forme de croix cercelée ou nélée que nous avons déjà évoquée au travers de l'ouvrage de Dubit-Biensen. Donc la suivante. Donc là, vous avez exactement le type le plus classique, c'est-à-dire aujourd'hui, dans 90% des cas, quand vous avez une monnaie d'Anduze, que vous allez avoir entre les mains, c'est ce type-là que vous allez avoir. En l'occurrence, le type, alors vous voyez, rappelez-vous, vous avez vu le petit besan ovoïde que nous avions. Il n'a pas du tout la forme, il avait presque la forme d'un fuseau ou d'une sorte de petit rectangle. Là, en réalité, c'est bien une sorte d'œuf aplati. Et en effet, on a des cas où il est à gauche, où il est à droite. Donc, qu'est-ce que c'est que ce petit besan? Et est-ce qu'on l'a sur toutes les monnaies? Alors, par exemple, si je vous prends mon cas, en 15 ans, j'ai eu 15 monnaies d'Anduze. C'est pas beaucoup, hein? 4 du premier type, c'est-à-dire croix cercelée, et 11 du deuxième type. Enfin, 10 deniers et une bolle. Et sur les 10 deniers, ben, ils sont tous le petit besan. J'ai jamais vu, ni jamais eu de denier sans le petit besan. Cependant, donc, il y a un des grands chercheurs actuels qui est très connu, donc de cette nouvelle génération, qui s'appelle Marc Montpère, qui a fait sa thèse, donc il est originaire de Montpellier, c'est le fils de l'ancien doyen de la faculté de la Sorbonne, donc très vieille famille régionale, a beaucoup travaillé donc, sur la région de Montpellier, Uzès, Lodève, Anduze et Sauve, et il a publié sa thèse maintenant il y a une vingtaine d'années, et il avait fait l'inventaire du musée de Montpellier, donc, où il y a quand même un certain nombre d'exemplaires conservés, et lui avait trouvé des exemplaires sans le petit besan. Donc nous aurions une première émission à part,
croix cercelée,